graphique, noir et blanc, fiction. Couleur, détail, proximité. Impureté, beauté de la laideur. Ambivalence, anxiété, hétérogénéité. Le style, l'esprit, l'amour. C'est très simple, tout découle de mon enfance. J'ai eu une enfance incroyable parce que j'habitais, certes, une petite banlieue, mais j'étais en face du zoo de Vincennes et à 50 mètres du musée des colonies. Donc ça paraît rien, mais pour un enfant sensible, aventureux et qui lisait des BD d'après-guerre, c'était toutes les promesses des bandes dessinées, en fait, qu'on recevait à l'après-guerre, généralement écrites par des gens très à gauche qui mettaient leur point d'honneur à faire passer un message de fraternité entre les peuples, les races et tout ça. Le contexte dans lequel j'étais élevé et surtout l'influence de ma mère danseuse qui me parlait de Broadway, de Les Filles Noires, comment elles dansaient à Harlem quand elle allait voir. Enfin bref, elle m'a débarrassé d'abord de tout préjugé, encore une fois, parce que ce qui comptait pour elle et ce qui compte pour moi toujours, c'est illustrer d'une façon efficace l'univers qu'on porte en soi et en espérant le communiquer aux autres. Et mon inspiration, au lieu d'être une pomme, une poire, c'est l'industrie de la mode, du style, les magazines, la mise en page, les grands graphistes de l'époque et les grands photographes de l'époque. Peut-être j'étais un peu prétentieux, mais j'avais la présomption de penser que mon inspiration, c'était une inspiration, et que ce que j'allais en faire de mon inspiration, c'est ça qui comptait. Mais que de m'intéresser à des choses frivoles ou des choses chargées politiquement, pour moi, ça n'avait aucune différence. J'ai toujours été très content de travailler dans ce qu'on appelle les arts appliqués, parce que c'était le pari du départ. Très tôt, j'ai voulu prouver à moi-même et aux autres que tout ça avait énormément de valeur et que c'était artistique. Ça parle à beaucoup de gens qui font des graphismes, qui travaillent d'après-photo. L'illustrateur que j'étais, naturellement, les idées étaient originales, fraîches, mais le rendu était réaliste. Je voyais, non seulement moi, mais mes collègues qui faisaient ça et qui allaient jusqu'à faire une photo, la décalquer, reporter le calque sur un carton. C'était pas possible. C'est une telle énergie dépensée qu'au moment de travailler, il n'y avait plus rien. Donc moi, j'ai commencé à dire, mais pourquoi je travaille pas sur la photo? Et je commence à détruire, déconstruire la photo, et ça m'intéresse plus. Je garde ce que j'aime, et je me débarrasse de ce que j'aime pas. Et c'est devenu ma technique. Et finalement, je suis devenu un vrai photographe parce que la technique a évolué de plus en plus et j'ai eu envie d'être de plus en plus précis. Donc, évidemment, l'arrivée de l'ordinateur, c'est comme si le bon Dieu l'avait amené. Je veux dire, c'est formidable parce que ce que je faisais à la main pendant des années et des années, comme tous les hyper-réalistes d'ailleurs, je le fais avec l'ordinateur et enfin, je peux gagner ma vie. Tout commence par un petit dessin. Et si on faisait ci, d'accord, et on pourrait faire ça, d'accord. Et puis après, c'est pas l'attitude d'un photographe. Un photographe, il voit les choses. Moi non, j'imagine au calme chez moi ce que je veux faire, et ensuite je vais chercher les éléments pour être réaliste. Je fais une petite mise en scène, et ensuite je reprends les choses et j'offre une espèce de chromo très descriptif d'une scène, quelle qu'elle soit. Dans mon cas, c'est Grace, bien sûr, parce que c'est le déclencheur d'une carrière qui était complètement différente de ce que j'avais fait avant. Quand j'ai rencontré cette femme, c'est la première fois que quelqu'un me disait « Ok, vas-y, fais ce que tu veux. Tu fais des costumes, ok. Tu veux faire la scénographie, la mise en scène, ok. » Tout était ok. Parce qu'il y avait une histoire romanesque, romantique même en dessous. J'ai toujours travaillé pour qu'elle soit vraiment appréciée, qu'on lui rende hommage. Cette période créative, je la trouve vraiment juste et ça m'épate quand même qu'on ait fait ça. En 89, surtout les gens qui avaient voté pour Mitterrand étaient à cœur ouvert, tout le monde allait s'aimer. C'était la famille de l'homme. On revenait un peu en arrière, et bref, tout le monde est frère. C'est exactement ce que j'ai illustré, d'une façon au premier degré. On est tous parents, mais tous différents.
ambivalence, anxiété, hétérogénéité. Ça m'est complètement égal si je fais le reportage ou si je fais la photographie plasticienne ou la photographie mise en scène. Au fond, pour moi, c'est toujours la même chose, quelque part. Parce que toute ma vie, en fin de compte, j'étais intéressé par une espèce d'ambivalence entre deux termes. D'une part, une espèce de calme qui côtoie une anxiété. Ce qui était mis en place, ce n'est pas la photographie des reportages dans le sens des Cartier-Bresson, instant décisif. Non, ce qui m'intéressait, c'est exprimer ces mondes-là que je voyais en train de mourir. Il y a une espèce de frémissement, il y a une espèce de monde de renouveau. Et je pense qu'après cette série-là, j'ai commencé à faire des installations, j'ai commencé à faire des images fabriquées, plus tard qu'on appelait la photographie plasticienne. Mais là, à nouveau, on est toujours dans la même problématique. C'est-à-dire que dans les premières séries, comme par exemple Métamorphose, ce sont des mises en scène qui sont en gros 3 plans. Le dernier plan, l'arrière-plan, qui est composé en fin de compte des images qui sont la rétroprojection des images et des photographies qui représentent les intérieurs bourgeois post-68, qui correspondaient à un fabricant, enfin, distributeur des meubles qui existe toujours, parce qu'à l'époque, je ne pense pas qu'on pouvait parler encore en France de design. Donc on est plutôt dans un système décoratif. Dans le deuxième plan, qui est devant cet espace calme, très rassurant, il y a le deuxième plan, ce sont des objets un peu hétéroclites qu'on a du mal à reconnaître. Et puis il y a le premier plan, qui sont des personnages en pâte modelée. Ce sont eux qui, de nouveau, expriment une espèce d'anxiété, quelque chose qui est indéfinissable, mais qui nous met mal à l'aise. Mais ce n'est jamais angoissant. En tout cas, je ne voulais jamais faire une angoisse. Ouais. Parce qu'en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'une définition d'une photographie ou d'un film ou des vidéos, puisque j'en ai fait tous les 3. Une définition stricte en ce qui concerne, ça c'est reportage, ça c'est la photographie plasticienne et ça c'est etc. Je pense qu'il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, Régis Durand il a écrit un livre qui s'appelait Le regard pensif. Et je pense que ça correspond très bien à mon travail. Je crois que j'étais toujours intéressé, quand je faisais les photos des films ou des vidéos ou des installations, j'étais toujours plus intéressé par cette image pensive, beaucoup plus qu'une représentation au premier degré. Les papiers français, moi c'était Le Monde. Par définition, on ne peut pas dire que Le Monde a été spécialement léger. Oui. Je pense toute la presse. La presse, à part Harakiri à l'époque ou Charlie Hebdo, mais la presse est plutôt pesante. C'est ça le commerce, en fin de compte, de la télévision, de la presse. Parler d'une façon le plus dramatiquement possible. À nouveau, on est toujours dans le même registre, parce qu'en fin de compte, les journaux qui parlaient à l'époque des Biafra, de la guerre du Vietnam, il y a toujours cette légèreté, ou parfois cette pesanteur de ces personnages-là qui sont, en fin de compte, habillés par le quotidien de notre monde, de notre planète, de toute la problématique. C'est-à-dire que si on peut agrandir ce tirage, on pourra lire les textes. Et ces textes-là, en fin de compte, ça paraît innocent comme ça, mais en fin de compte, en réalité, il y a une lecture peut-être un peu plus secrète quelque part, ou plus difficile. Pourtant, c'est parmi mes photographies que j'ai jamais fait les plus ludiques. Impureté, beauté de la laideur. J'ai étudié la photo au San Francisco Art Institute et c'était une époque où le West Coast School était à l'honneur. Il y avait les photographes comme Edward Weston et Ansel Adams qui étaient les icônes de l'époque. Et Ansel Adams avait inventé the zone system sur les tonalités de noir et blanc et gris. Et c'était un peu dogmatique pour moi. Ça ne me correspondait pas. Et donc, en même temps, j'ai étudié le dessin et la lithographie avec l'un des créateurs de posters psychédéliques qui s'appelle Victor Moscoso. Et j'avais besoin du côté physique du dessin et le côté émotionnel de la couleur.
Et je n'aimais pas trop le côté technique et à l'époque chimique des tirages couleurs avec le papier brillant. Je suis née à New York et j'ai grandi à New York jusqu'à l'âge de 10 ans. Et après le lycée, je suis allée à Paris et j'étais souvent à Paris. En fait, à l'époque où je vivais à Paris, je n'étais pas attirée par l'architecture gothique et haussmannienne et les courbes et tout ce qui était les rondeurs de Paris. Mais l'aspect rectangulaire de l'architecture de New York de mon enfance me manquait quand j'étais à Paris. Donc quand je suis retournée à New York, je me suis mise à la photographier. Et donc c'est un peu le retour de la vieille Europe qui m'a permis de voir New York comme un sujet que je pouvais photographier. Et je lisais des gens comme Dos Passos et les poèmes de Blaise Cendrars sur son séjour américain. Et donc je pensais aussi à l'époque, on considérait que New York était laid. Moi, je trouvais ça très beau, voilà. Je fais aussi des films, ou j'essaie de faire des films. Je fréquentais un peu la scène punk new-yorkaise, mais pas vraiment, parce que moi, j'étais plus bercée dans la scène du West Coast psychédélique, parce que quand j'étais adolescente en Californie, j'allais voir tous les groupes de l'époque comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, Jefferson Airplane. Et après, j'avais payé mes études de cinéma à UCLA en faisant des pochettes de disques. Rajouter de la couleur me permet aussi de créer un monde pictural que je projette de mon imaginaire sur le sujet photographié. Et à l'époque, j'avais 17 ans et envie de salir les tirages noir et blanc et de rompre avec le côté maniaque et macho que j'associe avec le Zone System et ses beaux tirages argentiques. J'avais un professeur anglais qui était l'Henri Cartier-Bresson anglais qui s'appelait Tony Ray Jones et qui est venu enseigner une année à San Francisco. Et on avait comme devoir de faire un reportage photo. Et moi, j'avais choisi le secte Hare Krishna. Et j'avais photographié en noir et blanc une procession avec une statue de dieu indien très colorée. Et j'ai fait un tirage en grand format sur une machine qui à l'époque s'appelait High-Tech Machine, qui était l'ancêtre des photocopieuses de grand format. Et nous sommes en 1970. Et le tirage était très gris. Et donc, je ne retrouvais pas les couleurs acidulées indiennes. Alors, je l'ai peint. Et donc, à l'époque, on nous a dit que le high-tech, les tirages high-tech n'allaient pas durer dans le temps parce que les encres, en 1970, ils n'avaient pas peaufiné ça. Mais bizarrement, j'ai retrouvé récemment cette photo et ça existe toujours. Alors, j'ai commencé surtout, c'est des peintures à l'huile, mais qui étaient faites spécialement pour les photos. Et des crayons de couleur et des choses comme ça. Mais surtout, une espèce de peinture à l'huile très diluée. Et il fallait une surface mate. C'est pas des encres. Couleur, détail, proximité. J'avais pas du tout la sensation de faire des photos de mode. J'avais vraiment la sensation de faire des portraits de gens que je rencontrais dans la rue ou que je croisais. Que cette façon d'extraire une partie qui, pour moi, représentait l'ensemble, avait le mérite de laisser les gens dans l'anonymat. Donc, c'était pas une agression. Je demandais l'autorisation toujours. J'avais vraiment besoin de l'accord des personnes que je rencontrais. Je vois comme un petit tableau que les gens, en général c'est beaucoup les hommes plastronnent avec leurs petites décorations, s'ils ont des décorations, avec petites pochettes, avec leurs cravates assorties à leur chemise. C'est une façon de se présenter qui je suis. C'est une petite création de tous les jours, où l'apparence est quand même très importante pour les relations avec les autres. C'est un espèce de respect qu'on montre aux autres. En même temps, on dévoile un petit peu son goût, on dévoile... L'époque aussi se dévoile dans ces photos maintenant, puisqu'il y a 30 ans qui sont écoulés. Il y avait la mode des pins. Il y en avait qui étaient plastronnés de pins de partout. Mais c'est peut-être ça qui a attiré mon attention sur cette partie du corps où on expose ce qu'on aime. C'est un petit peu de leur intimité qu'ils présentent aux autres. Il y avait une certaine joie de vivre dans ces années 80, avec des nouvelles fêtes, avec la fête de la musique. Le faire en noir et blanc, ça aurait été vraiment appauvrir le propos de la photo. Il y a une espèce de graphisme, d'équilibre géométrique, mais il y a la couleur qui ajoute beaucoup.
C'était de jour ou de nuit, c'était dans toutes conditions de lumière, mais avec un petit flash qui n'annule pas totalement la lumière extérieure, mais qui est quand même prépondérant. C'est pour quand même donner une espèce d'unité à l'ensemble, qu'on reste dans la même gamme, avec des couleurs assez saturées tout de même. Et j'ai utilisé un flash annulaire, c'est-à-dire que ça me fait pas une grosse ombre d'un côté, mais ça fait une ombre fine qui enrobe le tout. Comment j'ai choisi les gens? Mais ça, c'était vraiment au hasard. C'est que j'essayais d'aller dans des endroits où les gens sont quand même, où ils sont regroupés, qui sont un petit peu arrêtés, parce que c'est difficile quand on croise quelqu'un qui marche vite, qui est pressé, de l'arrêter pour lui demander est-ce que je peux. Donc j'allais dans des événements où les gens sont regroupés, où les gens sont un peu arrêtés, comme la fête de l'UMA. J'ai aussi fait des photos dans le métro ou dans des bus. Parce que là, les gens, carrément, ils étaient assis en face de moi. Je leur expliquais ce que je faisais. Je leur disais, voilà, j'aimerais faire une photo de cette partie de votre poitrine, le plastron, les mains. En général, ça se passait bien. Et puis, peut-être le fait que je suis une femme, avec un appareil photo, peut-être un côté un peu touriste qui fait que ça n'avait pas l'air de les agresser non plus. C'était un jeu. Graphique, noir et blanc, fiction. Donc les mythos sont des jeunes des années 80. Au début, j'appelais ça des jeunes d'autrefois, FOI. Je souhaitais les rencontrer et les photographier. J'avais déjà 10 ans de plus à leur époque. C'était la première génération suivante et ça me semblait suffisamment significatif pour aiguiser ma curiosité. Lors de ces rencontres, on réalisait ensemble un portrait photographique dans un dispositif visuel qui transpirait les années 80, c'est-à-dire noir et blanc et graphique. C'est devenu ce que j'appelais des portraits mythographiques. Et très vite, le nom de code, les mythos, s'est imposé. Ce qui m'intéressait, c'est de partir de la réalité et les emmener vers un certain imaginaire. Pour ça, j'ai procédé à quelques digressions un peu techniques. Et l'imaginaire, c'est devenu les mythos. Ensuite, au fil du temps, les mythos sont appropriés leur propre mythologie. Ils sont devenus des figures théâtrales de leur époque. À présent, la lecture des mythos, on peut l'envisager une certaine ambivalence avec les éléments documentaires, visuels de l'époque et cette partie imaginaire. Et j'aime bien dans mes photographies introduire cette ambiguïté, cette ambivalence. Ça marche pas à tous les coups, mais quand ça fonctionne, ça me plaît bien. Et certains jours, j'en retiens un peu plus la fiction que la réalité, mais voilà un petit peu l'intérêt de la démarche. Ceux réalisés en province incarnaient vraiment le début des années 80. Le chômage avait fait aussi son apparition, ça existait avant, mais il était beaucoup plus présent chez les jeunes. Ils avaient une certaine disponibilité, et en fait, c'est cette disponibilité que j'essayais de capter dans ces prises de vue. Une sorte de latence du temps. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de terminer cette série à Londres en 1985 parce que Londres, c'était quand même l'endroit où il se passait des choses, aussi bien au niveau de la musique que visuellement, ça commençait à bouger davantage et ce qui me permettait de faire évoluer par la suite le travail vers les mythos. C'est une notion un peu impalpable de nos jours, la disponibilité, pouvoir passer une journée entière avec quelqu'un sans se soucier d'un emploi du temps très précis, d'un objectif bien défini. C'était une espèce de luxe. On ne le considérait pas comme un luxe à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens autour, beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Ils n'étaient pas si éloignés que ça d'ailleurs du no futur. J'espère que les photographies, qui se traduisent surtout par des portraits, essayent d'incarner ça. Le portrait est un terrain d'expérimentation qui ne m'apparaît pas désuet. J'essayais d'introduire ces fameuses digressions, dont un peu du flou, mais qui n'est jamais que la profondeur de champ. Ça permet de glisser un peu vers un imaginaire, tout en gardant quand même certains aspects documentaires.